Eh bien, bonjour à tous, nous voilà tous connectés. Bonjour Fabien, bonjour Philippe. Bonjour. Merci, merci à tous de nous avoir rejoints et d'être avec nous ce matin pour cette matinée donc entre 9 heures et 11h45 dédiée à la gouvernance de l'IA, des data, de l'information. Alors vous allez voir, on va aborder plusieurs thèmes durant cette matinée. La gouvernance de l'IA, un vrai sujet qui se pose à tous, y compris à nous, à vous aussi, j'imagine. À 9h30, Fabien, ce sera plutôt orienté sécurité. Sécurité, collaboration interne et externe avec un petit en effet, oui, oui. OK. À 10h, on repart sur l'IA et on se posera la question de pourquoi, de savoir pourquoi il y a beaucoup de projets en termes d'IA qui échouent, justement parce que les données aussi sont de mauvaise qualité et ça, on en discutera avec François Bataille d'Island. Et puis, de mon côté, je poursuivrai avec les vracs numériques et la façon de les éradiquer et de reprendre le contrôle de toutes ces données avec Nordine Lamriri d'Everteam. Et Fabien, tu clôtures le bal. Tout à fait, à 11 heures avec Caroline Buscal de Sada Conseil qui présentera donc une feuille de route pour mettre en place une stratégie de gouvernance de l'information optimale. Alors, c'est parfait. Alors, on démarre tout de suite avec donc Fabien à tout à l'heure, À tout à l'heure. dans 25 minutes, 30 minutes. Donc, Philippe, on va parler de gouvernance et on va surtout parler de gouvernance de l'IA parce que quand même, c'est un sujet important aujourd'hui. On utilise tous l'IA un peu dans notre coin. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'y mettre. Parfois, j'ai même l'impression qu'il y a peut-être un complexe autour de l'IA où on veut tous y aller, mais on ne le dit pas. On déploie des outils, chacun dans son coin, et puis tout ça n'est pas gouverné. Alors, on a besoin justement de tes conseils pour y voir clair, à savoir voilà, ce qu'on risque si on fait ça dans les mauvaises conditions et comment le faire dans les meilleures conditions possibles, justement. Alors, en effet, on va essayer de donner quelques conseils pour à la fois faire les choses bien, mais faire les choses quand même de manière agile. Comme tu l'as très très bien mentionné, on est aujourd'hui un peu tiraillé entre je fais tout chacun de son côté et je prends des risques importants, ou alors je mets des contraintes énormes et on n'avance pas, et finalement aucun des deux extrêmes n'est bon. Alors, juste quelques mots peut-être pour me présenter, pour commencer. Qu'est-ce qui me fait que j'ose me présenter à vous aujourd'hui pour vous parler de ces sujets-là? Je travaille dans le domaine de la data depuis plusieurs décennies et comme vous l'avez dit juste avant dans la présentation du programme, la data, c'est au cœur de l'IA. Il n'y a pas d'IA sans data, et ceux qui croient qu'ils vont pouvoir mettre en place des outils d'IA, obtenir des bonnes réponses alors qu'ils n'ont pas des bonnes données pour pouvoir l'alimenter, se trompent complètement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, assez logiquement, alors que je fais de la gouvernance des données depuis une dizaine d'années, la gouvernance de l'IA est un complément parfait de cette gouvernance des données. Donc voilà un petit peu en introduction pourquoi je me permets de venir échanger avec vous sur le sujet. La première question à se poser, et je pense qu'on en a tous conscience, quand on regarde ce genre de deepfake, alors évidemment, vous et moi, nous sommes intelligents et nous nous disons que non, Trump et Kamala Harris n'ont pas encore eu un horrible bébé qui ressemblerait un petit peu aux deux. On se doute bien que c'est des deepfakes, mais ça pose quand même une question de base. Est-ce qu'une IA sans aucune limite, sans aucun contrôle, peut être dangereuse? Et si elle est dangereuse, dangereuse par rapport à la manipulation de l'opinion, dangereuse par rapport à des automatisations qu'on ne voudrait peut-être pas, etc., est-ce qu'elle doit être contrôlée ou encadrée? C'est ça toute la question de la gouvernance de l'IA. Et on a aujourd'hui deux grandes écoles qui s'affrontent. L'école de certains innovateurs sans limite américains qui nous disent: mais il faut innover, il faut aller dans toutes les directions, il faut essayer, ne nous mettez pas des barrières, ne nous mettez pas des limites, et on verra après. Ça, c'est une façon de voir les choses très nord-américaine. En Europe, on a une façon un peu différente de voir les choses et on nous le reproche parfois, c'est de mettre des règles. Et alors on nous dit parfois: «Mais l'Europe, c'est ingérable, vous réglementez tout, avant même que ça existe, vous nous dites ce qu'il ne faut pas faire», et cetera.
Et donc, le monde aujourd'hui est un petit peu balancé entre ces deux opinions, ces deux manières de faire. D'un côté, on innove, on verra après, on réglera les problèmes, ou on pose des règles dès le départ, quitte à limiter l'innovation. Et c'est tout le sujet de la gouvernance de l'IA et de trouver un moyen de le faire de manière agile. Aujourd'hui, la majorité des entreprises n'a pas mis en place de gouvernance de l'IA. Presque toutes les entreprises commencent à utiliser l'IA. Alors, on va le voir de manière organisée ou chacun dans son coin parce qu'on a tous testé des choses. Mais seulement 5% des entreprises ont mis en place une gouvernance de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, c'est une étude qui date du début de l'année, il y a quelques mois, 85% envisageaient de mettre en place une gouvernance de l'IA d'ici l'été 2025. Alors autant vous dire qu'ils ne vont pas atteindre leur objectif parce que la plupart n'ont pas commencé. Mais ça montre en tout cas qu'il y avait de la bonne volonté, l'idée de dire, et une compréhension, l'idée de dire que c'est bien de faire de l'IA, mais une IA sans aucun contrôle, c'est extrêmement risqué. Et donc, il faut arriver à trouver ce juste milieu et on va essayer de donner quelques conseils par rapport à ça. Le plus gros risque aujourd'hui, c'est la, la manière de faire qui s'est implémentée dans toutes les entreprises. On entend parler d'IA, ChatGPT, copilote, machin. On achète un petit truc pour enregistrer nos réunions et obtenir des comptes rendus automatiques, etc. Mais on ne le dit pas. On teste, on se dit, tiens, oh là là, il y a un article, j'ai pas eu le temps de le lire, je vais demander à l'IA de me faire un petit résumé. Oh, le compte-rendu de la dernière réunion du comité de pilotage, j'ai pas eu le temps de le lire, je vais le mettre dans ChatGPT, il va me le résumer ou il va me le traduire, etc. Et je n'informe personne de ça. Et donc, la majorité des employés aujourd'hui utilisent l'IA sans aucunement informer leur hiérarchie ou leurs collègues de travail du fait qu'ils ont utilisé l'IA. Alors, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Parce que vous n'avez peut-être pas conscience qu'à chaque fois que vous posez une question à une IA générative, lorsque vous envoyez un prompt, et encore plus lorsque vous envoyez un document attaché à un prompt, mais l'IA le reçoit, ce document, le reçoit, le lit et le conserve. Et elle va le réutiliser dans sa base. Et peut-être que, et on verra des exemples juste après, peut-être que vous verrez des morceaux de ce document réapparaître dans d'autres conversations. Une fois que vous avez transmis à l'IA une question, un document, un enregistrement audio, etc., ça y est, il est dans la base de l'IA que vous avez utilisée. Et donc, il y a d'énormes risques si vous transmettez le compte-rendu d'un projet confidentiel pour en avoir un résumé, et ce projet, il est plus confidentiel, vous l'avez transmis à OpenAI. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, le principal risque, c'est le fait qu'on utilise l'IA sans informer, c'est ce qu'on appelle le shadow AI, le fait que les employés l'utilisent de manière non officielle. Alors, pourquoi? Parce que ils ont envie de l'utiliser, mais on leur a pas forcément donné les instructions. On leur a pas dit: «Ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit de faire», parce qu'on n'a pas mis en place de gouvernance. Alors la gouvernance de l'IA, c'est une brique de ce qu'on peut appeler une gouvernance systémique, c'est l'ensemble de la gouvernance de l'entreprise. La gouvernance d'entreprise au sommet, ce sont les grandes règles qui permettent de gérer l'entreprise. Les fondations, c'est la gouvernance du système d'information, une gouvernance plutôt technologique. Et puis on a la gouvernance des données, la gouvernance de l'analytique, la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et on doit organiser tout ça. L'ensemble de ces gouvernances doit bien sûr communiquer, être alignées l'une par rapport à l'autre. Et donc, grâce à ça, on a un système de gouvernance. Alors, beaucoup de gens disent, oui, et là, vous en avez peut-être quelques-uns qui commencent à nous dire, oh là là, qu'est-ce qui nous emmerde avec ces gouvernances? Ça va faire encore de la documentation, on va encore perdre du temps, de l'argent, c'est pas rentable, etc. Non, c'est pas rentable, peut-être, mais c'est un filet de sécurité. Alors, je vais prendre un exemple. Est-ce que c'est rentable d'apprendre le code de la route? Est-ce que c'est rentable de mettre en place un code de la route avec des feux rouges, avec des stops, etc. Ça ralentit tout le monde. Oui, mais ça évite les accidents. Et c'est exactement le même principe avec la gouvernance de l'IA.
Si vous n'encadrez pas l'ensemble de ces usages, ben, vous risquez un certain nombre d'accidents. Alors, qui va s'occuper de ça dans l'entreprise? N'allez pas essayer de mettre en place tout seul dans votre coin un système de gouvernance de l'IA. Il faut absolument que l'ensemble de l'entreprise soit concerné, en particulier la direction générale. La direction générale, elle doit donner la direction. Et puis derrière, bon, on va mettre en place un comité de gouvernance, peut-être même un comité d'éthique, hein, parce qu'il y a des décisions qui ne relèvent pas de la loi. Est-ce qu'il est bien que j'utilise telle ou telle information pour pouvoir sélectionner tel ou tel client ou tel document? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Tout n'est pas dans la loi. Et la loi, elle peut être interprétée en fonction de la perception de chacun. Et chaque entreprise doit se positionner sur une échelle éthique et dire qu'est-ce qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas de faire. Donc ça, c'est au niveau global de l'entreprise. Ça doit impliquer la direction générale et ça passe très souvent par un comité de gouvernance. Ce qui est important également, c'est d'avoir un cockpit de remontée des informations. Il faut mettre en place des indicateurs de suivi de l'utilisation de l'IA dans l'organisation. Et ces indicateurs vont permettre d'abord de savoir les projets qui marchent, les projets qui ne marchent pas, de savoir éventuellement qui utilise l'IA alors qu'on avait dit de ne pas l'utiliser sur tel ou tel cas ou tel outil. Donc c'est important d'avoir un pilotage au travers d'un cockpit de pilotage de cette IA à l'intérieur de l'organisation. Euh, qui concrètement a en charge la gouvernance de l'IA? Alors, il y a plein de monde, c'est pas une personne. Et n'allez surtout pas nommer une personne en charge de la gouvernance de l'IA en disant bah, c'est à lui de faire tout le boulot et c'est sur lui qu'on va taper si ça marche pas. Non, c'est pas comme ça. D'abord, on a les gens en charge de la gouvernance des données. La gouvernance des données, gouvernance de l'IA, c'est très proche. Donc, le responsable de la gouvernance des données, c'est complètement logique qu'il ait également une facette IA à l'intérieur de son travail. Le Chief Data Officer, si vous avez un patron de la data, un patron du Data Office dans votre organisation, il est également, bien entendu, concerné par le sujet, parce que comme on disait, il n'y a pas d'IA sans data. Même chose d'ailleurs, si vous êtes dans le monde du document, les documents, ils vont alimenter les IA. Les gens qui sont en charge de toute la chaîne documentaire à l'intérieur de l'entreprise ont leur mot à dire sur la manière dont ces documents vont être envoyés à une IA pour l'alimenter et pour peut-être derrière produire de nouveaux documents, etc. Donc les gens du monde du document, les gens du monde de la data, les gens du monde de l'informatique, bien entendu, mais surtout, ne laissez pas à l'informatique la, la charge totale de la gouvernance de l'IA. C'est un travail conjoint et bien entendu, alors, si vous êtes dans un domaine réglementé, service public, banque, assurance, etc., le département en charge de la conformité a son mot à dire. Est-ce que tel document, je peux le mettre dans tel ou tel IA? Est-ce que je peux demander un compte-rendu de cette réunion? Est-ce que je peux demander une traduction de ce document? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est conforme à la réglementation, à l'éthique de mon entreprise, etc. Donc les départements audit vont évidemment avoir leur mot à dire là-dessus. C'est pour ça qu'on conseille de passer par un comité de gouvernance, que vous avez peut-être d'ailleurs mis en place déjà pour un comité de gouvernance de la donnée. Et donc, on va lui étendre ses compétences en parlant de gouvernance de l'IA. Donc, tout ça fait que on ne va pas se retrouver tout seul dans un bureau fermé à essayer de pondre une doc sur la gouvernance de l'IA. Pas du tout. On va travailler ensemble pour prendre des décisions. N'allez pas croire que la loi va vous dire la totalité. Aujourd'hui, on est sur des domaines nouveaux, et ben c'est à l'entreprise de dire, bah tiens, dans l'AI Act européen, on nous dit telle chose, voilà comment je vais l'interpréter par rapport à mon organisation. Euh, pour essayer de synthétiser un petit peu les sujets sur lesquels vous allez devoir travailler, je vous ai préparé un petit plan de marche. Alors en fait, euh, l'IA et la gouvernance de l'IA, c'est trois sujets. Les données, les modèles, les usages. En ça, c'est un petit peu plus compliqué que la gouvernance des données, parce qu'il y a les données, et donc il y a la gouvernance des données qui est inclue dans la gouvernance de l'IA. La gouvernance des modèles. Les modèles, ce sont d'une part les fameux LLM, d'autre part les modèles d'apprentissage machine, les modèles d'apprentissage profond. On va résumer ces équations qui vont permettre de transformer une donnée en une autre donnée.
Eh ben, ces modèles, il faut les surveiller, hein. Comme le lait sur le feu, parce que comme le lait sur le feu, ils peuvent déborder, ils peuvent dériver. Et si je ne sais pas expliquer comment ils marchent, si je n'ai pas une confiance dans le modèle, bah, je risque de prévoir n'importe quoi. Et donc, je dois être capable de gérer ces modèles. Et puis, le point le plus important sans doute, c'est les usages. Dans l'AI Act européen, on nous dit en particulier, on classe les usages interdits, les usages à risque, les usages moyennement risqués, etc. C'est l'usage. Un modèle d'IA, il n'est pas fondamentalement bon ou mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, développer un modèle d'IA pour sélectionner des clients pour leur proposer une réduction supplémentaire parce que c'est des bons clients, c'est sans doute un usage autorisé d'un modèle. Le même modèle, si je l'utilise pour discriminer certains clients, c'est un mauvais usage qui peut-être est interdit par la loi. Donc, je dois monitorer les usages. Et ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut de la gouvernance. Donc, ces Alors trois Philippe, sujets, Philippe, je te oui, coupe bien deux sûr. secondes. Est-ce que tu peux enlever la vignette vidéo qui est juste devant les Oh, slides? Tu vois, excuse-moi, oui, oui, parce que pardon, excuse-moi. je pense qu'il y a certains Alors, qui je ne sais pas comment l'enlever, mais je vais couper comme ça. Et c'est bon, elle a disparu? voilà, nickel. Ok, parfait, Voilà. excuse-moi. Merci, merci, Donc, merci. en effet, donc données, modèles et usages. Et puis, on a trois axes qui sont importants. C'est l'axe des bonnes pratiques, l'axe des risques et l'axe de la conformité réglementaire. Les bonnes pratiques, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La loi, c'est bien, mais enfin, il faut l'adapter à ce que chacun souhaite faire. C'est pas la loi, heureusement, qui va décider de comment vous allez vous organiser. La partie risque, c'est d'être conscient que sur les données, sur les modèles, sur les usages, vous devez euh, identifier, cartographier, évaluer et mitiger les risques. Et donc, on va utiliser la norme ISO 31000 avec les matrices connues de cartographie des risques qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on risque en fait. Un modèle qui dérive, des données qui sont de mauvaise qualité, des biais, des discriminations, etc. Tout ça, on va le mesurer. Un risque, c'est pas grave, et puis on peut le prendre, mais ce qui est grave, c'est quand on ne l'a pas anticipé et qu'on se retrouve face au mur et qu'on a un risque qui survient. Donc il faut anticiper, mesurer. Les professionnels de la cartographie et de l'évaluation des risques vont intégrer ces nouvelles compétences sur l'IA. Et puis la partie conformité. Alors là, c'est une partie qui est un peu compliquée pour deux raisons. D'abord parce que tout le monde a commencé à mettre des normes. L'Europe, le NIST aux États-Unis, le RGPD qui intervient dans les données qui vont alimenter l'IA, des réglementations sectorielles, des réglementations par pays, des réglementations de grandes organisations internationales. Donc il y en a beaucoup, la norme. Elles ne sont pas toujours toutes compatibles les unes avec les autres. Et puis on a des normes ISO, l'ISO 42001, donc qui encadre le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Donc là, il faut un socle, et puis il faut dire, tiens, cette norme-là, cette règle-là, ça me concerne ou ça ne me concerne pas. À l'intérieur, je prends tel et tel truc, et puis je vois comment tout ça fonctionne. Donc, j'ai besoin d'avoir ces 9 sujets, finalement, c'est les 9 cases blanches qui me permettent de savoir si je fais les choses correctement. Il y a bien sûr des outils en support de toutes ces démarches, mais c'est vraiment des sujets organisationnels. Quelques exemples pour terminer, pour vous montrer qu'il faut faire attention parce que tout simplement, il y a des erreurs qui peuvent être faites. Il y a quelques mois, Air Canada a été jusqu'en justice. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chatbot d'Air Canada avait conseillé à un client un billet d'un type qui ne correspondait pas à ses attentes qu'il avait exprimées au travers du prompt. Le client a suivi les conseils du chatbot, achète le billet d'avion, les conseils ne sont pas les bons et Air Canada refuse de rembourser le client. Un petit peu débile d'ailleurs, quelques centaines de dollars canadiens, d'aller jusqu'en justice pour ça. Air Canada a tenté, bien tenté, mais ça ne marche pas, a tenté de faire croire que le chatbot, c'était pas Air Canada, puisque c'était le chatbot. Et donc le chatbot avait décidé quelque chose, Air Canada ne se sentait pas responsable.
Le juge a bien compris le truc et il a dit non, le chatbot, il n'a pas de personnalité juridique, il a été développé par Air Canada, c'est complètement logique, et donc Air Canada est responsable des conséquences de ces intelligences artificielles. Et bien sûr, a condamné Air Canada à rembourser le client. C'est intéressant parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, je ne peux pas me cacher derrière une soi-disant intelligence artificielle qui serait autonome et qui déciderait autre chose que ce que je lui ai demandé de faire. Donc, vous êtes responsable des conséquences de ce que les intelligences artificielles que vous développez vont amener à faire. On a aussi l'exemple assez amusant, et il n'y en a pas qu'un parce qu'il y a même tout un site qui est consacré aux décisions concernant des avocats qui auraient utilisé ChatGPT ou d'autres IA pour rédiger une partie de leur plaidoirie. Un des premiers cas, bah, sans doute que l'avocat pensait un peu trop à sa partie de golf et il s'est dit, bah, le ChatGPT va faire ma plaidoirie, il va mettre des éléments de jurisprudence, sauf que la jurisprudence était inventée. Parce que bah, vous savez bien que les IA, elles ont parfois des hallucinations. Le juge s'en est aperçu, ça ne lui a pas tellement plu. Il a mis l'avocat à l'amende, 31 000 $ d'amende, pour ne pas avoir divulgué l'usage de l'IA. Si j'utilise l'IA, je dois le dire. Et puis en plus, pour ne pas avoir vérifié les citations qui étaient mentionnées. Donc, je pense que l'avocat s'est pris un bon savon et qu'en plus, ça ne doit pas être très bon pour son image vis-à-vis de ses clients. Et puis enfin, un autre exemple important, justement, je vous évoquais, donc on est dans une grande entreprise technologique, un employé participe à une réunion, il enregistre la réunion avec un de ces petits appareils qu'on vous vend aujourd'hui sur Amazon, et il dit, moi c'est génial, j'appuie sur le bouton, ChatGPT me fait le compte-rendu de la réunion. Au cours de cette réunion était mentionné le nom de code de certains produits confidentiels en cours de développement. Quelques semaines plus tard, bizarre, d'autres personnes dans cette même entreprise reçoivent dans leur requête faite à cette IA des réponses qui contiennent le nom de code du produit qui n'avait jamais été mentionné publiquement. Et donc, en fait, ça vous montre bien que quand vous enregistrez quelque chose, que vous l'envoyez à une IA pour en obtenir le résumé ou la traduction, ben, l'IA conserve et elle va réutiliser. Et donc, bah, là, en fait, cette entreprise, elle a pris un risque énorme. Alors, j'avais d'ailleurs récemment une formation avec des avocats et bah, j'explique tout ça. Il y a un avocat qui a blémi parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait acheté ce petit outil qui permet d'enregistrer les conversations et il enregistrait les conversations clients qui sont protégées par le secret professionnel. Et ben, je ne sais pas, peut-être que l'avocat, peut-être que le client avait avoué un crime et que bah, du coup, tout ça arrive chez ChatGPT ou chez Copilot. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a des risques importants à utiliser l'IA de manière non encadrée. Pour terminer et pour conclure sur ce sujet-là, n'oubliez pas que oui, l'IA, c'est génial. On va avoir des utilisations extrêmement efficaces. On va améliorer un certain nombre de nos processus de travail, mais l'IA nécessite quand même une réflexion. L'IA ne peut pas deviner quel problème vous voulez résoudre. L'IA va être capable de solutionner des problèmes ou de vous aider à les solutionner. Mais elle ne peut pas savoir ce que vous voulez. Et donc, la réflexion humaine va toujours être nécessaire. Par contre, la machine va être un exécutant fantastique qui va me permettre de gagner énormément de temps. Mais pour gagner beaucoup de temps, il faudra que j'exprime de manière précise le problème. Et pour ça, il faut que je l'ai compris. Et grâce à ça, bah, je vais être capable d'avoir une IA intelligente qui va m'aider, moi, être humain, à condition que tout ça, je l'ai bien mis dans un cadre. Ne faisons pas n'importe quoi. N'allons pas imaginer que l'IA va nous empêcher de faire une erreur, tout simplement parce qu'elle ne peut pas forcément savoir que c'est une erreur de notre point de vue humain. Donc, pas de stratégie globale dans votre entreprise d'IA sans une facette gouvernance de l'IA que vous allez développer en parallèle. N'allez pas me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. Il est hors de question de passer 6 mois à faire de la gouvernance de l'IA juste pour la gouvernance, sans faire de l'IA. Mais on développe les deux en parallèle et on aligne les pratiques avec la gouvernance.
Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette petite introduction. C'était très intéressant, Philippe, et je crois que tu as répondu d'ailleurs en partie à une question qui a été posée sur le côté confidentialité dans Teams quand on active la transcription d'une réunion. Donc, il y avait Teddy qui demandait est-ce qu'on peut faire confiance à cet outil ou est-ce que ça va forcément aussi chez Copilot Alors, alors ça va forcément, et je vais même appuyer ma réponse par une information importante. L'administration européenne à Bruxelles a décidé de ne plus utiliser ces systèmes d'enregistrement de Teams, de Zoom ou de Livestorm, c'est la même chose, a décidé de ne plus les utiliser pour la majorité des réunions parce que ce qui se dit en réunion, dans des réunions administratives à Bruxelles ou à Strasbourg, on n'a pas forcément envie que Microsoft, que Zoom, que n'importe quel autre puisse avoir accès à ça. Et donc, il y a eu une décision de l'administration européenne de bannir l'utilisation de ces systèmes-là pour le moment, tant qu'on n'a pas le moyen de gérer la souveraineté de ce contenu. D'accord. Il y a une question aussi de Christophe qui demande, qui dit que quand on utilise des services d'IA générative, on maîtrise ni les monnaies ni les données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle. On ne maîtrise que les usages de ces services par les utilisateurs. Et il demande comment mettre en place une gouvernance sur les deux premières dimensions. Alors, quand on utilise une IA générative publique, en effet, on ne peut pas savoir ce que l'on utilise. Donc, on ne peut pas, sur une IA générative publique, s'assurer que les modèles fonctionnent. Les modèles des IA génératives publiques, ils contiennent des biais, ils sont discriminatoires sur un certain nombre de sujets. Récemment, je demandais à ChatGPT de me créer une image de jeunes dans une classe qui consultaient leur téléphone portable. J'ai essayé 10 fois de lui demander: «Non, je veux une classe mixte, je veux des hommes et des femmes» et cetera. Impossible. Il me dit qu'il me fait une image moitié homme, moitié femme. Il y avait que des garçons sur l'image. Donc, c'est rempli de biais, de mauvaise utilisation du copyright et cetera. Donc, on ne peut pas, sur une IA publique, gérer ce genre de choses. C'est pour ça qu'on doit passer par des IA privées, de manière à pouvoir, décider quels documents vont être analysés, vont participer au contenu. Et là, je peux contrôler quel LLM j'utilise, comment fonctionne ce LLM, en particulier si j'utilise des LLM open source. Et puis, je peux contrôler surtout les données qui vont servir d'accès. Donc, en effet, gros danger sur l'usage des IA publiques dans les entreprises pour des sujets délicats. Et puis, écoute, je voudrais avoir ton avis sur ce dont je parlais au début, parce que je pense, enfin, selon moi, on a un complexe il y a un complexe dans bon nombre d'entreprises vis-à-vis de l'IA. Il y a même peut-être un tabou. En gros, je disais que toutes veulent l'utiliser, mais n'ont pas de plan clairement établi. Chacun donc utilise ses propres outils, paye son abonnement dans son coin, finance, etc., et utilise l'IA sans le contrôle ni l'aval de l'entreprise. On veut tous des gains en efficacité et en productivité, mais sans jamais dire qu'on utilise, parce que ça minimiserait peut-être la valeur de notre travail, notre expertise. Mais je me dis quand même que si chacun d'entre nous exprimait clairement ses besoins, partageait ses bonnes pratiques, et si ensemble on était alignés sur une même feuille de route définie par l'entreprise en matière d'IA et technologie, ça permettrait de décomplexer les usages, de faire tomber les peurs et d'être encore plus efficace, non? Et évidemment, personne au département comptabilité cache sa calculatrice sous la table pour faire croire qu'il fait tous les calculs à la main. C'est un outil qui est rentré dans l'usage normal et on ne va pas faire croire qu'un comptable sait tout calculer de tête. Il utilise une calculatrice. Et puis, si un graphiste aujourd'hui utilise une tablette avec un stylo pour pouvoir dessiner, on ne va pas essayer de faire croire qu'il dessine tout à la main. Donc, il faut simplement, exactement comme tu le dis, faire rentrer cet usage-là à l'intérieur des bonnes pratiques. Mais pour ça, il faut fournir un cadre, ne pas dire on fait rien, ne pas dire je veux pas savoir, je veux ce que vous voulez, trouver le bon thème entre les deux. Alors, c'est vrai, par contre, que l'IA va remplacer un certain nombre de tâches. Donc, ça veut dire qu'il faut affronter ça, aussi bien du côté direction que du côté usager, en disant, OK, ben, si aujourd'hui, 80% de mon travail peut être fait par une IA, en effet, je dois me poser la question de mon futur professionnel. Comment je vais me former à d'autres choses? Qu'est-ce que je vais, sur quoi je vais insister
pour pouvoir avoir un futur dans un monde qui est automatisé. C'est vrai. Eh bien, écoute, merci Philippe. Ce Merci sera à le mot de tous, la. bonne journée Et apprenez plein de choses sur plein de sujets d'IA, c'est très important. merci en tout cas. Merci de tes éclairages. À bientôt. À bientôt. Au revoir.